Salut tout le monde, vous êtes sur le podcast littéraire Livresse où l'on discute d'une lecture commune autour d'un verre. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Clément. Bonjour. Et de Morgane. Salut. Et nous allons parler du livre Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas lu, on vous prévient, il y a des risques de spoil, donc si vous préférez lire un ouvrage avant, revenez plus tard. Mais revenez. Donc grossièrement, le podcast est en 3 parties. Il y a une première présentation de l'œuvre et de notre dégustation, une discussion autour du livre et notre découverte culturelle. Comme nous avons arrêté de se présenter en long, en large, en travers, on a décidé de se poser une question sur nos habitudes de lecture. Pour cet épisode, Clément, Morgane, quand vous lisez un livre avec de nombreuses références ou des faits ou personnes réelles, est-ce que vous êtes du genre à faire des recherches sur ce que vous lisez ? Alors oui, si le sujet il m'intéresse et si c'est nécessaire pour comprendre le livre. Si j'ai l'impression que ça m'apporte vraiment quelque chose pour comprendre l'histoire ou le contexte, je vais faire des recherches. Sinon, je me laisse totalement porter par la lecture. Donc ça dépend. Là, en l'occurrence, dans ce livre, j'ai fait des recherches. Eh ben moi, pas du tout. J'ai jamais fait ça. Je sais que c'est pas bien. Mais la flemme de faire ça quand je lis un bouquin. Quand je suis dans mon bouquin, je lis mon bouquin. Et quand j'ai fini de lire le bouquin, je passe à autre chose. Donc j'ai littéralement jamais été vérifier des sources ou été me renseigner autour. Et du vocabulaire ? Genre un mot qui te... Genre tu passes au-dessus en mode... Ah, faut lire tous les mots. Merde. Non, 1 sur 2, mais imagine sur le 1 sur 2... Du coup, je retourne à celui que j'ai pas lu. Ah ouais, tu... Non, mais même le vocabulaire, en fait, si j'ai la phrase, j'ai l'idée, et du coup, il y a des trucs qui sautent. Là, en l'occurrence, ça parle de plein de trucs russes, où il y a des... Enfin, tu vois, il parle de monuments, il parle de trucs, je suis là, ouais, vas-y, c'est en Russie, quoi. Je trouve ça fou. J'ai cru que j'allais dire, il y a des monuments dans le livre. Ah bon ? Mais moi, je vais chercher les monuments, justement, parce que comme ça me permet de mettre mon imagination autour. Et du coup, j'entre mieux dans l'histoire. Bah, t'inventes. Mais je sais pas totalement inventer, moi. Ça marche pas. Mais du coup, comment tu peux lire autant de SF sans avoir besoin, à certains moments, de prendre un dictionnaire avec toi ? Parce que je trouve qu'en SF, justement, il y a tellement de trucs, de mots... Mais c'est des concepts. Ouais, mais... Le mot, il est dans un concept, du coup, c'est comme certains lisent en anglais, et tu prends, en fait, quand tu lis en anglais et que t'es pas bilingue, tu prends ton dictionnaire pour certains mots, mais il y en a que tu comprends dans la phrase, en fait. Ouais. Si j'ai le sens de la phrase, t'as pas besoin de tous les mots. Peut-être je veux trop comprendre, alors je sais pas. Je suis incapable. Moi, pas assez. Hein. Moi, je fais des recherches quand je lis, mais alors pas sur tout, parce que sinon je finis jamais les livres. Du coup, il y a parfois où juste je prends des notes en me disant ça faut que je recherche, ça faut que je recherche, ça faut que je recherche plus tard. Parce que sinon, je suis trop coupée dans ma lecture. Ah, tu le fais plus tard par contre ? Mais ça dépend. Il y a des trucs que j'ai besoin de savoir tout de suite. Et il y a des trucs que je me dis, ouais, bon, ça peut attendre, c'est pas ultra centré dans l'histoire. Ah, moi, si je le note, jamais je vais aller chercher après. Et des fois, ça m'arrive de jamais c'est chercher. C'est exactement ce que je fais, mais sans le noter. Mais par exemple, tu vois, là, j'ai été frustrée parce que donc il y a pas mal de personnalités publiques. Du coup, je commence à lire et je m'arrête pas tout de suite. Après, je me dis, faut quand même que j'aille voir un peu qui c'était. Et après, je vois sa tête. Et moi, je l'imaginais pas comme ça. Et du coup, je suis déçue. Ah oui. Souvent, en plus, ils sont plus moches. Toujours. Bah ouais. Moi, j'imagine que des gens beaux, tu vois. Enfin, c'est... Ouais. Du coup, t'as été rechercher une photo de Poutine ? Non, j'avais une idée de à quoi il ressemblait. Après, j'ai toujours en tête, j'ai toujours la photo, le même, où tu le vois sur un ours. Moi, c'est toujours ça là que j'ai en tête. Moi aussi. Donc, en fait, tu l'imagines au Kremlin, sur un ours. Parce qu'il est pas tout le temps sur un ours, ça se passe pas comme ça. Il est perplexe. Non, mais je l'imagine, du coup. Ça me gêne un peu parce que je crois qu'il est torse nu sur cet ours, mais Il n'y a que toi qui a remonté cette info. Hein. Ouais, je suis désolé. J'apprécie les mecs bien gaulés, mais je suis même pas sûr. Enfin, si, il a l'air stock, mais je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il est bien gaulé, quoi. Si, il est stock. Ah si, il est stock. C'est une belle bête. En vrai, je voudrais pas m'en prendre une de lui. Hein. Bon, déjà, pour tout ce qu'il y a autour... Je voudrais pas être en face de lui, dans tous les cas. Je crois que personne ne veut s'en prendre une de Poutine. Non, je veux même pas qu'il me regarde. En fait, tant qu'il sait pas que j'existe... Ouais, voilà, c'est ça. Bien. Bon, après, si t'es du bon côté, ça se passe bien aussi. Hein. Si t'es pote avec lui, ouais, non, tu peux avoir une belle vie au début. Au début. Je vous propose de parler de notre cocktail. À la surprise générale, c'est à base de vodka. Je suis partie en recherche sur l'histoire de la vodka. Je vais essayer de la faire en résumé.
Ça commence au XIVe siècle et à la base, c'est avec du raisin. C'est au XVe siècle qu'on commence à en faire avec des céréales. Au début, ça s'appelait de l'eau de vie, donc pas du tout de la vodka. Le problème, c'est que ça a créé une explosion d'alcoolisme en Russie. Donc hop, on interdit, genre finito pepito. Au XVIe, il y a Ivan le Terrible, Le fameux. qui dit « Oh là là, attendez, on va gérer ça nous-mêmes ». Il crée les premières tavernes d'État avec un monopole royal sur la production. Donc en fait, il dit, C'est tellement pas con. Et ouais, il se fait grave de la thune. Et c'est à ce moment-là que le terme vodka arrive au XVIIIe. Du coup, l'alcoolisme re-explose. Donc re-interdiction pendant les guerres. Résultat, tout le monde fait sa vodka maison, frelatée. Comme tout le monde reste bourré, ils arrêtent l'interdiction en 1925. Après la révolution de 1917, les Russes rapportent la vodka en Europe et en Amérique, après explosion des cocktails, à partir des années 40-50. Est-ce que l'explosion des cocktails, c'est des cocktails Molotov? C'est tout. Merci. Et c'est là que ça devient mondialement populaire. Après, en 1922, c'est plus le monopole d'État, c'est un vrai Far West. Genre, c'est la mafia et tout ça qui disent « Vas-y, sinon on va gérer la vodka. » Donc ça repart en vrille. Mais la Russie, du coup, reste le premier exportateur mondial avec des marques comme Beluga, donc ce qu'on est en train de boire. Poutine, il est quand même plus chaud, un peu stopper ça quand même. Parce que Poutine boit quasiment pas. Lui, il va remettre du sans-alcool en mode un peu à la mode. La vodka est maintenant une des boissons alcoolisées les plus bues dans le monde entier et genre vraiment avec une grosse fanbase en Asie. Ah ouais? Ouais. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui lit le livre après, prenez le temps de compter le nombre de fois où il y a le mot vodka qui est bu. Ne buvez pas autant de fois qu'il y a le mot vodka si vous voulez rester en vie. Et dites-nous combien il est. J'aurais bien compté, mais du coup c'était trop tard quand je m'en suis rendu compte. Mais vraiment, ils font que ça de tout le livre. Je suis partie sur la vodka parce que dans le livre, ils en parlent à un moment, ou 60 moments. Et j'ai choisi de prendre la citation suivante. Moi, de mon côté, je n'avais pas de chien pour m'occuper. C'est pourquoi, la nuit des élections, je m'étais retrouvée à la maison, seule, avec une carafe de vodka et une pile de livres d'histoire. Une carafe. Oui, c'est ça. Les gens normaux, ils prennent un verre. Lui, il prend une carafe. Une carafe. Et donc, je rappelle juste que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Morgane et moi, on a goûté la vodka Beluga, du coup pure, plutôt douce. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Et sinon, on est parti sur un Moscow Mule, qui est à base de vodka, ginger beer et jus de citron vert pressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très très bon. Voilà. Très très bon. Oui. Oui, c'est bon, mais ça pique. Ça, c'est le ginger C'est beer. le ginger beer. Ouais, c'est le gingembre. Mais sinon, c'est bon. Il y a moins de vodka parce que j'aime pas trop le goût de la vodka. Et du coup, ça me va très bien. Oui, mais du coup, quand il y a un peu plus de vodka, ça adoucit. Ça s'équilibre, presque, ça pique Oui, moins. j'imagine. J'irai pas en boire tous les jours pour le fun, mais une fois de temps en temps, c'est sympa. Je trouve que ça fait ambiance un peu soirée pour le coup. Vraiment l'impression d'avoir un cocktail de bar. Parce que c'est très présent en bar et en Oui. boîte. Il dit qu'il aime pas tellement, mais c'est celui qui a bu le plus pour l'instant. Oui, il a beaucoup moins de vodka. Ah Il nous faut qu'on arrive à articuler jusqu'à la fin. Je suis chez moi aussi. Je vais pas à reprendre la voiture après, donc je peux me permettre. L'auteur Giuliano da Empoli, né à Neuilly-sur-Seine en 1973, il est de nationalité italienne et suisse. Il est diplômé en droit de l'Université de Rome La Sapienza et en sciences politiques de Sciences Po Paris. Il a eu tout plein de taf dans la politique, ancien adjoint au maire en charge de la culture à Florence, conseiller politique du président du conseil italien Matteo Renzi, conseiller du ministre de la culture italien Francesco Rutelli. Bon, je vais pas faire tous ses postes, il a fait pas mal de trucs politiques, il a enseigné aussi la politique comparée à Sciences Po à Paris. Depuis 1996, il s'est mis à publier régulièrement des articles et des éditoriaux dans les principaux journaux italiens. En 1996, il a publié son premier livre Un grande futuro dietro di noi. Je me laisse y jouer genre bilingue, pas du tout. Grave. Si, c'est bien. Grave. Si. Merci. Ce livre parle des difficultés rencontrées par les jeunes Italiens. Cette publication a fortement animé le débat national en Italie et poussé le journal La Stampa à le désigner homme de l'année. Le gars a quand même un petit nom. Ouais. En tant qu'auteur et commentateur politique, il intervient régulièrement dans des émissions télé et radio en Italie et en France. Et c'est en 2022 qu'il sort le livre Le Mage du Kremlin. Et le livre remporte le Grand Prix du roman de l'Académie française, a fait partie de la sélection finale pour le prix Goncourt, mais il l'a pas eu. En 2025, il fait paraître L'heure des prédateurs, un essai sur l'évolution des sociétés un peu partout dans le monde. Donc après, il va faire quand même des livres très centrés politiques.
c'est un petit peu son domaine. Là, il y a le film Le Mage du Kremlin qui va sortir ce mois-ci, le 21 janvier 2026. Oui, donc le mois dernier. On n'est pas en janvier ? Si, mais on sort en février. Ah ouais, c'était déjà sorti. Peut-être qu'il est encore en salle. Mais je crois qu'il était déjà sorti pour un festival en 2025, mais là, il se fait la sortie en salle. Les dates sont un peu bizarres sur Internet. Je vais vous demander à un de vous deux de lire le résumé. Le pouvoir est comme le soleil et la mort. Il ne peut se regarder en face, surtout en Russie. On l'appelait le mage du Kremlin. L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène, puis producteur d'émissions de télé-réalité, avant de devenir l'éminence grise de Poutine. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul ne puisse démêler le faux du vrai, jusqu'à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre. De la guerre de Tchétchénie à la crise ukrainienne, le mage du Kremlin dévoile les dessous de l'ère Poutine et s'impose comme le grand roman de la Russie contemporaine. Merci. C'est moi qui avais choisi ce livre parce que j'étais dans une gare, que j'avais 3 heures de retard sur mon train et que j'avais pas de livre avec moi ce jour-là, ce qui n'arrive jamais habituellement. Donc je suis allée dans un point relais et c'est le seul qui m'a un peu attirée. À savoir que j'ai pas réussi à lire une seule ligne tellement j'étais stressée à cause du retard du train. Je l'ai acheté pour pas le lire. Je me suis dit que le sujet m'intéressait assez pour que je vous le propose. Mon résumé perso, qui va être assez rapide. L'auteur écrit une fiction de sa rencontre avec Vadim Baranov, qui est inspirée de Vatislav Surkov, qui serait le conseiller politique de Poutine. À travers un méga monologue, Vadim Baranov traverse l'histoire de la Russie et apporte des axes de réflexion politique. On en oublie parfois que c'est une fiction. J'ai une question, peut-être que tu as la réponse, mais du coup, il l'a écrit en français ou ça a été traduit de l'italien ? Je n'ai pas la réponse, mais vu que c'est roman de l'Académie française, je pense qu'il l'a écrit en français. Ouais. Sinon, je pense pas que tu puisses avoir le prix de l'Académie française si c'est traduit. J'ai bien aimé le fond, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tiers. Le dernier tiers, je me suis ennuyée. J'ai exactement le même ressenti. Mais le début, j'ai vraiment été hyper emballée. Mais arrivé à la fin, enfin au milieu, quand j'ai stoppé ma lecture et que j'y suis retournée, je me suis dit, mais il n'y a pas d'histoire, entre guillemets, il n'y a pas d'intrigue, et en fait, il n'y a pas de construction narrative vraiment, c'est juste le monologue d'un gars. J'ai eu du mal à retourner dedans et je me suis dit, mais ça va où ? Ça va aller où ? Mais en fait, ça n'a pas d'attrait d'aller quelque part, mais c'est perturbant un peu. Ah bah on sort des constructions de fiction qu'on connaît habituellement. Et comme tu t'attends quand même à une fiction au début et que ça te perd là-dessus, je pense que ça doit jouer. Je pense qu'il est fait pour être lu d'une traite. C'est chaud d'une traite. Non, je pense pas. Parce qu'il se lit relativement vite, je trouve. Ah bah moi, ça n'a pas été vite du tout. Ah ouais ? Ah ouais, non. C'est un des bouquins que j'ai mis le plus longtemps à lire. Et c'est un des bouquins où j'ai eu le plus besoin de me motiver pour me mettre dedans. Autant quand j'étais dedans, j'étais bien. Jusqu'à la moitié. Je suis pas sûr d'avoir apprécié jusqu'à 2 tiers. Mais alors, me mettre dedans et le bouquiner... Après, encore une fois, moi, j'aime la fiction. Donc là, moi, j'étais un peu paumé. Le lire en une fois, moi, j'en suis incapable. Pourtant, il est pas long. Après, il est dense en information. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pas trouvé ça lourd. C'est dense, mais c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. Mais en fait, il est accessible au niveau de l'écriture. Et je trouve ça très étonnant. Je pensais qu'il avait écrit plus de romans. Parce que je trouve qu'il a vraiment une trame narrative pour le coup. Après, il a peut-être écrit plus de romans. Moi, oui. Parce que si je commence à faire des bibliographies complètes, on n'a pas fini. Après, il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants. Mais je trouve qu'il y a des moments, il va ultra s'attarder sur des détails. Et des fois, sur des gros sujets, il va vraiment les traverser hyper rapidement. Et t'es presque en mode, bah attends, là, j'ai pas eu d'infos, quoi. Mais passer de la première partie qui démarre, mais j'ai trouvé ça merveilleux. Le début, j'arrivais pas à sortir du bouquin. Par contre, arriver vers... avant la moitié quand même, hein. Je trouvais plus autant d'attrait. Alors moi, je pense que vraiment les 2 premiers tiers, j'étais bien dedans. C'est quoi l'événement ? C'est vers où ? En dehors des 2 tiers, il s'est passé quoi quand tu as commencé à lâcher ? J'arrive pas à voir où mettre le deuxième tiers. Mais... C'est vraiment que j'ai trouvé que les événements devenaient vides et que c'était la chronologie était plus aussi. En fait, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, ça devenait une énumération d'événements et plus une histoire racontée. La lecture du vide, moi j'ai ressenti ça vraiment longtemps, quoi. À partir du moment où ils emprisonnent... Oui, Michael. Je crois que c'est à partir de ce moment-là À partir de là, aussi. moi Où en fait j'ai eu l'impression... Là j'ai ressenti l'énumération. Au début c'était pas du tout le cas. Alors moi je crois que c'est plus au niveau du suicide de Boris. Ah oui, donc c'est bien plus loin. Ouais. Mais je trouve que ça marque encore une césure à partir du suicide de Boris. Après c'est encore moins intéressant.
Mais après, en fait, c'est pareil, quand je dis les 3/4, après, je trouve que c'était par pointillés. Toi, il y avait des petits passages où d'un coup, ça attrapait ton attention. Jusqu'au bout. Le sentiment qu'on te raconte du vide, pour moi, arrive à ce moment-là. Et dès qu'il parle de sa meuf, il parle de Xenia. Non, la première fois, c'est cool. La première fois, c'est hyper intéressant. Et les fois où ça apporte un petit truc en plus qui fait que là, on a vraiment une structure narrative dedans. Oui. Qui est hyper intéressante parce qu'on ne l'avait pas avant. Ça apporte quelque chose. Par contre, après, quand elle revient, c'est chiant. Ah oui, c'est chiant. Alors, elle a été placée une fois, c'était super intéressant, il n'y avait pas forcément lieu d'être. Elle n'apporte plus rien, même au narrateur. Ah si, elle apporte des grosses différences entre Poutine et lui. Oui. Il dit Poutine est seul, lui il a une famille. Oui, et on te laisse entendre que c'est ça qui fait qu'il... Mais je veux dire... ça rentre dans le truc qui fait qu'il part. Il aurait juste dit j'ai une famille, ça suffisait. On n'est pas obligé de revenir sur Xenia où en fait, à chaque fois qu'il a décrit, excuse-moi, c'est une potiche quoi. La meuf, elle veut juste de liberté, elle veut pas bosser et elle est en mode ultra canon. C'est un stéréotype russe, encore une fois. Oui, mais du coup, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun intérêt par rapport au début. Oui. Où elle montre en plus une idée de la jeunesse russe, comment elle évolue et tout. Elle est vraiment dans l'image des années 90 en Russie. Moi, je trouve que vraiment, il aurait juste dit je l'ai retrouvé, point, ça aurait suffi, quoi. Oui. Je pense qu'on a tant de paragraphes parce qu'il veut faire la cassure entre lui et son boss. Elle sert à faire ça, je l'ai ressenti comme ça aussi. Après, c'est peut-être un peu... Non, puis c'est une image de sa liberté. Ou quand elle va nager dans l'eau d'un coup sans réflexion, et qu'en fait, c'est pas loin du moment où il va démissionner. Elle plonge dans l'eau et elle part. Bon, il la suit. Bon, c'est une image de je pars aussi, quoi. Les fois où je revoyais son nom, c'était dans ma tête, c'était genre, oh là là, ça va durer 3 plombes sur oh là là, quelle déesse, oh là là, quel machin. Et ça m'a saoulée parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de ce personnage. J'ai trouvé très bien amenée et hyper intéressante. Et après, quand elle revenait, ça m'a fait chier parce que je me suis dit, mais j'avais bien aimé au début. Pourquoi il l'a fait revenir? Parce que là, c'est plus intéressant. Et du coup, j'ai plus envie de l'aimer, en fait. Mais ça apporte plus... Même son départ est cool. Oui. Quand elle va avec Mikhail, c'est cool aussi. Enfin, tu vois, dans l'histoire, ça apporte un truc qui est intéressant et tout. Mais c'est un peu dans la même partie que la rencontre et tout. Hein. Ça se suit assez vite. C'est que quelques chapitres qui se suivent. Mais du coup, cette partie-là est bien. Et si tu la faisais parvenir, en fait, l'histoire se tenait toute seule. Elle a été avec lui. Bon, lui, il finit en prison. Vas-y, on n'en reparle pas et ça passe, quoi. C'est le fait qu'il la fasse revenir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il n'est pas tout seul, mais effectivement, les parties où elle était là, longues, quoi. Alors qu'en plus, je repense à toute la scène au resto où ils se retrouvent et vraiment, c'est vide. Ils sont au resto, ils mangent et ils se regardent et ils vont se promener. Et là, vraiment, c'est vide de film. Enfin, j'ai trouvé ça par rapport à tout le reste où en plus t'es happé par quelque chose, ça te fait une redescente, quoi. J'étais déjà dans ce truc de... j'ai l'impression d'avancer dans le vide. Ça me donnait l'impression d'un peu pédaler comme un ouf, mais de pas avancer. L'impression d'être dans le truc de lire, d'essayer d'avancer. Et dès que je posais le bouquin, j'étais là, j'ai lu quoi? Bon, il s'est pas passé grand-chose. Et du coup, tu rajoutes ça par-dessus, j'étais là. Mais est-ce que c'est pas parce qu'au début, il nous plonge dans la Russie et qu'à partir d'un moment, on est vraiment dedans? On a l'impression d'être en Russie et du coup, est-ce qu'à partir de ce moment-là où on sent vraiment à l'intérieur, où il a dépeint toute l'atmosphère, etc., est-ce que ça pas à partir de ce moment-là où on décroche? Parce qu'en fait... Mais parce qu'en fait, on n'est plus en Russie, on est au Kremlin. On n'est plus dans les rues russes, on n'est plus dans la vie russe, on est au Kremlin. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est de politique. Et c'est des discussions politiques. Et en fait, tu le vois juste, soit au Kremlin, avec Poutine, chez lui, ou en train de parler politique avec des gens. Tu ne le vois plus dans la Russie, alors qu'au début, il te décrit l'atmosphère russe, il te décrit l'évolution russe. C'est ce qu'il disait, toutes les années 90 avec le capitalisme, la montée de le capitalisme. Et c'est incroyablement bien expliqué. Et je pense que c'est ça qui m'a plu. Cette plongée dans la Russie en comprenant comment on en est arrivé là, comment Poutine il est arrivé au pouvoir. J'ai trouvé ça extraordinaire à lire. Et par contre, après ce moment-là, là, je me suis sortie vite parce que je trouvais ça plus autant intéressant. Mais au final, ça se ressent dans l'écriture. L'écriture est hyper fluide, hyper souple au moment où c'est beaucoup la fête, où c'est l'effervescence d'un pays, sur l'imitation de l'Occident à la volonté d'imitation, de liberté. De plus en plus, l'écriture, elle se fait presque carrée, froide. Et vraiment, en fait. C'est ça, tu remontes dans une Russie traditionnelle et presque fermée, même si elle devient mondiale. Et c'est ce qu'il voulait en plus. Donc, et du coup, en fait, je trouve que même dans l'écriture, ça, tu le sens. Et c'est hyper bien fait. Par contre, du coup, c'est dur de le tenir, la lecture, quoi.
Clément, t'as une pression ou pas? Non, Alors, non, on est deux mais- à te refixer. Non, mais oui, mais parce que j'ai réfléchi à comment dire ce que j'ai à dire. Ça peut être un peu... Enfin, je suis pas sûr de mon idée, mais est-ce que du coup, c'est pas un échec du bouquin? Dans le sens où la bonne partie, il nous dépeint la Russie. La partie vide, c'est quand il nous parle de la politique de la Russie. Or, pour moi, le sujet de ce bouquin, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, on va voir la place du conseiller caché de Poutine. Et toute cette partie-là, elle a l'air vide. Alors que toute la partie où il nous raconte la Russie, elle est ultra détaillée, elle est ultra prenante. Je trouve que c'est un bon bouquin, mais j'ai l'impression qu'il est passé à côté de ce que moi j'attendais de lui. Pour vous, le personnage central, c'est qui? C'est Poutine. Pour moi, c'est la Russie. Je Non. pense que c'est parce que... C'est exactement ce que je dis. Ouais, Pour moi, c'est raté. ouais, bah du coup, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense qu'on peut ne pas avoir la même lecture du tout par rapport à ça. Ah ouais, pour moi, c'est pas la Russie le personnage principal. Ah, pour moi, c'est clairement la Russie. Mais je pense que c'est parce que j'ai tellement aimé le début que j'ai... Oui, mais pas je eu vois autre chose ce en que tête, tu veux tu dire. vois, Mais en fait, mais, pour moi, c'est il te montre le avant Poutine, et après, t'as tout le long, c'est le montée de Poutine et comment il voit la Russie et comment il met en place ses c'est idées. vrai. Tu le vois un peu, mais c'est tout le Pas temps. tant que ça. Hein. Bah, un peu. Mais c'est... Ouais, mais il est centré, ça reste... Mais ouais. et en fait, tout est fait Ouais. par rapport à lui, et tout avant, tout ce qu'on a connu avant ne doit plus être. Mm. Pour moi, c'est Poutine qui du coup gère la Russie. Et du coup, forcément, la Russie est un peu là, mais Si tu prends Poutine en perso principal, c'est un peu moins raté. Oui. Parce que du coup, t'as forcément un peu plus de politique et tout. Mais en fait, moi, j'ai tellement été frustré. Évidemment, je me doute que tu fais pas un bouquin sur les affaires cachées de la Russie et tu le sors et tout le monde le lit et c'est trop bien. Mais à ce moment-là, faire de la fiction sur les affaires de la Russie et raconter plus de trucs. Parce que moi, s'il avait gardé ce rythme... Mais c'est un politicien qui l'écrit le livre. Faut garder Ouais, ça en tête, bah c'est que le gars ouais. est d'abord politicien. Mais il arrive quand Il même peut à pas faire... qu'on- imaginer, enfin, il propose une analyse et de toute façon, tu ne peux pas dire ce que tu veux sur Poutine. Il en dit déjà pas mal, je trouve ça... Moi, je trouve qu'il dit rien. Bah ouais, moi En fait, aussi. je trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour connaître un peu la politique russe actuelle Oui. et la Russie. Moi, je me suis rendu compte que je connais pas grand-chose à part comme d'hab, ce qu'on entend, mais je me suis jamais trop vraiment renseignée. Ça reste assez superficiel, hein. Oui. Mais c'est une bonne première entrée en matière. Mm. Ça te permet d'avoir une vision globale du avant, du après, du pendant, et ça, c'est cool. Mais ça reste des idées, pareil, les idées développées sont pas incroyablement novatrices, c'est pas une découverte... Moi, c'est le problème que j'ai avec un bouquin qui est entre la fiction et la réalité. Parce que s'il avait fait le même bouquin en faisant que de la fiction, ça aurait été trop cool. Enfin, vraiment, il... La fiction, c'est juste le personnage Bah principal. ouais, c'est ça. Et encore, il est inspiré de quelqu'un de connu. Mais du coup, c'est juste pour lier et Mhm. faire un truc où tu navigues. Parce que si t'avais fait une frise chronologique de la Russie, c'est chiant. Mais je trouve ça toujours très compliqué. Moi, je me perds pas mal et j'aime pas trop ça quand c'est de la fiction mais inspiré de faits réels où t'as des noms de personnages qui existent. Vraiment, enfin, de personnes du coup. Et ça me perturbe beaucoup. Globalement, ils existent quasiment tous. Hein. Bah oui, mais du coup, je trouve ça hyper Genre perturbant Poutine, de prendre des... en vrai. Non, non, Ah, lui, ok, ça fait pardon. partie de ceux qui n'existent pas. Ah, Enfin, en j'ai eu fait, peur. c'est Ça aurait été inquiétant. parce que c'est un robot. Ah, ah mais il Qui y a se un balade robot qui... sur- Ok, d'accord. Ouais, et un plat Sur de frites. Sur son ours. Un robot sur Ouais, son ours. avec ok. des frites qui mangent. Et qui rigolent jamais. Alors que franchement, un robot sur son ours avec des frites, enfin, Mais tu vois, ça, c'est un bon sujet. il Quoi. le dit au début, un sourire, c'est un peu la loose en Russie. D'où la Mais vodka. ça permet de comprendre un peu T'imagines mieux ce personnage. Quand t'es bourré en Russie, t'as pas le droit de sourire quand même. C'est super chaud. Puis ça doit être chiant les spectacles de stand-up. Tu crois vraiment qu'ils ont des spectacles de stand-up? Oui, mais ça dure pas longtemps. Quoi. Arrête, on a l'impression qu'on décrit ça comme une dictature. Non, ils disent dedans, c'est le président. Même c'est écrit plein de fois. Pour revenir sur Poutine, qui est du coup pour moi le personnage principal, c'est qu'il est décrit tout le temps sur son évolution. Je veux dire, même la toute première rencontre avec Poutine, Elle est incroyable. je pense qu'elle est parfaite. Ouais. Et Ah ouais. je me dis, c'est une scène qui aurait pu être vraie. Mais pour moi, elle est réelle, cette scène. Je peux Tu pas peux pas imaginer qu'elle est pas l'imaginer réelle. Surtout son petit truc à la fin de dire « Je crois qu'on est en train de se faire couillonner parce qu'il a quand même l'air de savoir ce qu'il fait et d'être intéressant. » tu vois. Et vraiment, ce truc... Le mec toi, n'a tu pas dis- l'air con. Là, franchement... Mais le mec qui s'est dit « Je vais l'utiliser Boris, », oh, c'est beau. Boris s'est dit. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que Vladimir, Ah ouais. on l'a cherché, et après il y en a pas qui se sont dit, oh merde. Ah ouais. Oh, Qu'est-ce mais qu'on a qu'est-ce fait qu'on a fait. Mais en même temps, ils l'ont cherché 10 secondes et Poutine il a dit, ah ouais, c'est bon, je suis là, mais je veux pas de toi, je veux pas de toi, je veux pas de toi. Mais t'es pas encore au pouvoir. Non, mais trop tard. Et J'ai dit veux faire promise. ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et bien, moi, j'ai vraiment noté la première description en résumé. Alors déjà, c'est décrit dans les locaux du KGB, donc très froid, très militaire. Très Poutine.
très Poutine. Il est tout seul dans son bureau. T'as quand même, je veux dire, l'atmosphère de ce passage est hyper froid et en même temps hyper imposant. Ouais, mais c'est tellement bien fait. C'est très bien décrit. Et après, tu sais, à la fin, il énumère pourquoi il serait un bon président. Ils disent qu'il a une autorité légitime qui apporterait une stabilité et une sécurité. Bah, c'est ce qu'il fait. Il est en contraste avec le président actuel qui était le président Helsinki, parce que du coup, il est jeune, sportif, énergique, alors que l'autre, il est mort-vivant. Il est tellement mort-vivant qu'en fait tout est truqué et c'est... Ah oui, c'est plus du tout lui qui gère. D'ailleurs, c'est Boris, le gérant de la ORT, qui est la chaîne russe qui gère tout. Le contraste avec le président qui, lui, peut assurer totalement la responsabilité de commandant, ce qui n'est pas négligeable pour gérer un pays. Il apporte de la fiabilité en étant au service de la sécurité pour le KGB. Et c'est un homme en peu de mots. En gros, c'est un mec qui parle pas. Il est en contradiction avec tous les autres gars qui arrêtent pas de parler, qui sont vus comme des bonimenteurs. T'as quand même un mec qui est autoritaire, jeune sportif, qui est KGB et qui parle pas beaucoup. T'as quand même un mec pas super jojo en face de toi, quoi. Mais ils l'ont quand même expliqué en disant « Mais qu'est-ce que la Russie a besoin aujourd'hui ? Elle a besoin de liberté, mais non. La Russie, elle retient qui ? Elle retient Staline. C'est ça qu'il faut, une figure au peuple comme Staline. » Et j'ai lu ce passage en me disant « Waouh !» Mais c'est pas étonnant qu'elle retient Staline, en fait. C'est parce que genre, elle est traumatisée par Staline, tu vois. Mais non. On va remettre... Mais elle est traumatisée, mais elle est quand même demandeuse de ce retour de la figure paternelle, en fait. Et c'est incroyable. Et d'ailleurs, à un moment donné, Poutine, quand il arrive à des stats par rapport à ses concurrents et tout, où il dit « Le seul qui est encore devant moi, c'est Staline. » Et ça l'inquiète. Le seul qui l'inquiète, c'est un mort. Oui, mais on sait jamais. Faut mieux se méfier. Ouais. Le gars, il est pas encore au pouvoir, qui fait froid dans le dos. Ouais. Et le passage où il est à la télé, où il dit il aime pas parler en public et tout, où on lui pose une question, où il attend genre plus d'1 minute avant de répondre et qu'il lâche cette fameuse phrase incroyable de « Mais on ira les chercher jusque sur leur toilette, jusque sur leur cabinet. » Non, je crois qu'il l'a dit en mode ultra. Alors, pour le coup, je crois qu'à la télé, il a dit sur leur chiotte. Sur leur chiotte. Ouais, c'est bien, c'est ce que j'avais en tête, mais là, du coup, il dit cabinet. Alors, je me suis dit peut-être que moi, j'ai pas la bonne info. Mais c'est remarquable. Je trouve ça remarquable. Je sais pas ce qui m'a le plus marqué, moi. Mais parce que j'imagine tellement la scène et la tension qu'il y a dû avoir dans l'attente de la réponse d'un mec froid comme je sais pas quoi, qui attend pendant 1 minute devant un micro, qui regarde la caméra et qui te sort cette phrase-là. Et je pense que tous les gens ont dû dire on va sortir de là, ouf, il va faire quelque chose, il va nous protéger. Et ça a dû être incroyable. Et de toute façon, c'est ce qu'ont fait les plus grands dictateurs, hein, c'est qu'ils apportent une impression de sécurité. Et... J'ai une question de vieux, du coup, parce que cette histoire de on va aller les chercher jusqu'à leur chiotte, tu l'avais vu à la télé à l'époque ? Je l'ai pas vu à l'époque, mais par contre, c'est ressorti à un moment donné sur les réseaux, et je l'ai vu à ce moment-là, mais à l'époque, non, je pense que j'étais trop jeune. Tu l'avais vu, toi ? J'étais gamin, mais je crois avoir le souvenir de voir qu'ils en parlent au journal ou un truc comme ça, et que j'avoue que moi, ça m'a marqué, parce que j'avais oublié, et quand je l'ai lu, je me suis dit... Ça t'a parlé ? Ah ouais, ça me dit quelque chose quand même, et c'est la période des casques bleus au Kosovo. Un truc où je fais des vannes souvent, parce que j'ai vraiment ce souvenir des premiers JT dont je me souviens quand j'étais gosse, quoi. Moi, je me souviens de mon père qui en a parlé. Oui, bah oui. Je me souviens pas l'avoir vu, mais je me souviens que mon père en parlait. Et que c'est un truc qui ressort de temps en temps, parce que lui aussi, ça l'avait marqué. Et du coup, automatiquement, j'avais cette phrase en tête. C'était une période de flip de ouf, j'ai pas la connaissance géopolitique. Je crois que c'était une des premières guerres en Europe. Depuis la guerre mondiale, et que du coup ça avait fait flipper tout le monde, et que du coup ça a été un événement. Je pense que c'est aussi pour ça que ça ressort dans le bouquin. C'est que ça a été un truc un peu... ouais, c'est chaud, quoi. Mais ouais, moi c'est plus pour ça que que j'ai eu le souvenir, mais c'est vrai que c'est pas le moment où je me suis plus dit, bon, Poutine, ouais, faut faire gaffe, quoi. Ce moment-là arrive, Poutine est déjà présenté depuis plusieurs pages, plusieurs chapitres, comme un mec où il faut faire gaffe, quoi. Je trouve que ce moment-là est dans la continuité, mais effectivement, ça te pose le perso. Moi, je suis perturbée par sa linéarité et sa maîtrise de lui-même. Je le trouve extraordinaire comme personnage. Je comprends pas comment il peut être humain. On n'a pas de preuve, hein. On n'a pas d'ADN. C'est ce qu'il dit dans le livre aussi. Il met toujours en parallèle les politiques occidentales. Ouais. Là, il dit, même dans la tête de Poutine, il est presque plus humain. Il est pas loin d'être Dieu. Il a accepté une certaine forme de solitude. Il est tout le temps seul. Ses conseillers, c'est des conseillers, c'est pas des amis. Les 3/4 du temps, il est tout seul et il prend des rendez-vous les uns après les autres. Et il a une routine hyper carrée. En même temps, je le vois pas avoir des amis. Bah, il en a eu. Il a un chien. Non, mais ils le disent dans le livre. Il en a eu et pendant un temps, il continue d'aller à Saint-Pétersbourg pour voir ses amis. Ça, j'aurais bien aimé dans le livre, qu'on voit d'où il vient.
On nous présente la Russie. Bon, on fait aussi quelques chapitres sur sa jeunesse. Bon, j'imagine qu'il y a des sources partout et qu'en vrai, si tu fouilles, tu trouves. Mais j'aurais bien aimé, moi, avoir un chapitre ou deux mais ça aurait de peut-être comment pas il... servi au livre. C'est ce qu'ils disent aussi dans le livre, ils n'ont pas grand-chose sur lui. Ils veulent le prendre lui comme président parce qu'il n'y a rien sur lui nulle Ouais, mais part. enfin, Et du coup- il était au KGB et tout. Donc, Oui, mais du coup, je pense que le peu qu'il y avait sur lui, ça n'existe plus. Ça a dû être effacé en vrai. Il y a moyen qu'il y ait vraiment, vraiment pas grand-chose sur la jeunesse de Poutine et tout. Mais il aurait pu inventer. Quand on n'a pas, on invente. Poutine, si tu écoutes ce podcast, Oui, n'hésite pas à viens nous nous faire un raconter. livre sur ta jeunesse. Viens nous raconter. Eh non, je suis pas chaud. Je suis vraiment pas chaud d'avoir Poutine en quatrième. J'allais te dire, il n'a pas le droit de venir, mais si, il est pas sous mandat, lui. Non, bah non, je pense qu'il peut aller un Donc peu... il peut, Alors, puis alors, j'imagine bien si quelqu'un vient lui dire t'as pas le droit d'être là, gars. Ça serait très drôle. Bah du coup, non. Ce serait pas drôle qu'il vienne. Non, que quelqu'un lui dise Ah. t'as pas le droit d'être là. Oh, il y en a qui ont dû lui dire. Ils ont pu dire grand-chose après, mais... T'es en train de regarder la photo de Poutine torse nu sur son ours, c'est ça? Marqué par le vécu traumatique de ses 2 parents qui ont survécu au siège de Leningrad et perdu 2 fils en bas âge, l'actuel président de Russie s'est projeté dans le rôle d'un sauveur. Il a canalisé son agressivité en pratiquant les arts martiaux, dont il fit le principe de son rapport aux autres. Ancienne victime de violence et désormais rompu aux manipulations du pouvoir, il est devenu l'agresseur identifié à la figure d'un père autoritaire. Je crois que je vais me documenter sur son enfance. Ça me surprendrait pas qu'il y ait des bouquins et que... Sans parler de oui, ça va expliquer les choses. Ça reste un chef d'État. On Oui. va pas aller plus loin que ça. Oui. Mais je pense qu'il y a des histoires qui sont au moins aussi intéressantes que cette Ouais, histoire mais de la ça, Russie des années c'est comme 90. tout, tu peux pas savoir ce qui... Enfin, avec ce genre de personnage, tu sais pas ce qui est vrai ou faux, quoi. Faut faire le tri comme tu peux, quoi. Et puis en vrai, si on va par là, du coup, faut tout sourcer, tout en fait des études. J'aurais quand même bien aimé un petit chapitre ou deux. Je pense que Ouais, ça aurait pas forcément servi le livre. Moi, je pense que c'est ce qu'il a un peu essayé de faire quand il va voir ses potes à Saint-Pétersbourg et qu'il te parle un peu des gens qui sont pas fiables, qui sont quand même un peu... Tu vois, il te met une petite atmosphère avec qui il traînait avant, quoi. Mhm. Et tu dis, ça devait pas être des plans très... Ah bah oui, ils allaient pas au Domac le samedi midi, ça, il y a peu de chance. Un Il y a petit des Happy Domac, Meal, là, ouais. monsieur. Il y a des domacs en Russie? Eh oui. C'est vrai? Depuis ces années 90, il y a un McDo à la Place Rouge. Sérieux? Je pensais pas du tout. Si, ça fait partie des trucs. Ils ont des, Qu'ils ont... Tu crois qu'ils ont qu'ils fait aiment la venir. Poutine? Ils ont des McDo et des Starbucks en tout cas. Bah, de toute façon, en vrai, tu vas à Moscou, c'est comme n'importe quelle capitale. Il y en a qui sont passés au travers et qui ont ouvert le business. Oui, forcément. Même s'ils ont essayé de gérer un peu tout ça et de calmer un peu la hype. Bah, c'est ça. À partir du moment où Helsinki a ouvert les frontières, les premiers se sont engouffrés en disant c'est là, quoi, faut y aller. Et les premiers, en général, c'est souvent McDo, quoi. Mais du coup, ça se trouve, Poutine, Happy Meal. Moi, ce que j'ai bien aimé par rapport à Poutine aussi dans le livre, c'est il est tout le temps à l'oral appelé président. En pensée, il est toujours appelé le tsar, alors que normalement, il n'y a plus de tsar en Russie depuis quelques temps. Et parfois, il est vraiment comparé à Dieu. Et sinon, il est comparé à Caligula. Et ça m'a fait vraiment taper des barres. En mode tsar et Dieu. Donc quand même, le tsar, c'est quand même il est mis en place par Dieu, quoi. Caligula, qui du coup, pour rappel, était un empereur fou, qui se pensait au-dessus des hommes et qui est autocratique. Aucun lien, du coup. Vraiment Et- rien à voir. Assassin. Donc vraiment deux hommes qui s'opposent. Des mauvaises langues qui pensent ce genre de choses. De Vladimir. De Vladim. De Vladimitovitch. C'est ça. C'est quoi Vladimitovitch. Dans le livre, c'est Vladimitovitch. Rovitch. J'aime bien tout ce truc-là de... Il y a des moments, tu le vois comme un mec normal. Après, tu le vois comme un... Non, mais... Rarement. C'est rarement... Tu le vois rarement dans le bouquin comme un mec Mais normal. si, c'est un mec Mais normal. si, Il se lève à 5 heures. Il va faire 4 heures de sport. Après, il fait 1 kilomètre de natation. Et... Exactement, On c'est fait ce que... tous. Bah, évidemment. Vous faites pas ça le matin? Si. Si. Après, je me Dans mes réveille. rêves. C'est ça. Je me réveille. Ouais, moi, je le fais. Oui, mais il faut dire que toi, t'as une grande piscine chez toi, donc c'est facile. Nous, on est obligés de... C'est vrai que vous avez pas Parce que cette moi, dans la chance. douche, c'est galère. Bah après, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, je me lève en triple salto de mon Oui. lit pour plonger dans la piscine. Parce que moi, je commence pas par le judo, je commence par la natation. Et Ça par le réveille triple l'eau. salto, du coup. Bah oui, Mais ça, c'est le mais ça, côté c'est Indiana l'étirement. Jones. C'est l'étirement du corps. Vous faites pas ça. Si. Pour aller travailler derrière, ça donne envie. Forcément que dans le bouquin, il y a plusieurs images. Et ce qui est marrant, c'est de voir quel perso le met à quel niveau.
Et à quel moment aussi, parce que souvent c'est Vadim qui en parle, et selon la période, selon le moment, selon où on en est dans l'histoire, il le place pas pareil. Il y a quand même un mec, Boris pour pas le citer, qui s'est dit « Je vais me servir de lui ». À quel moment il a pu imaginer qu'il allait pouvoir se servir de... Mais- Bah si, au début ça paraît jouable. Il faut aussi savoir que Boris, à ce moment-là, il gère Elstine. Donc il se croit au-dessus de tout, financièrement. Il gère beaucoup de business en Russie. Et ils ont passé 15 ans à faire ce genre d'opération. Comme il vient de Poutine en chercher... face, le mec c'est le plus glacial de la Terre. Oui, mais au début, il est pas comme ça avec Boris. C'est ce qu'il dit. Oui, il le manipule, donc oui. Oui, Ouais. il le dit. Mm. La première reprise, t'as Boris qui vient avec Si je peux me Baranov. permettre, Baranov. quand on parle de Boris, c'est pas Boris Helsin, du coup, c'est un autre Boris. Ah ouais, J'étais en train de me dire là, sinon la discussion est le bizarre. chef ORT de la télé. Oui. Boris, le chef. Boris C'est ORT. C'est Boris Soir et Disco. Mais du coup, Helsin aussi, c'était Boris. Ah ouais, j'ai pas retenu le Boris Helsin. Du coup, ça fait bizarre. Donc c'est l'autre Boris Ouais, c'est le Boris. qui fait son business et Ouais. qui devient bien placé et qui essaye de manipuler Poutine pour garder le continuer. pouvoir. Oui, c'est ça, Pour continuer garder ses le business. pouvoir en zoom zoom. Sa chute, elle est dure à lui. Hein. Et aucune Franchement, pitié. Aucune pitié, mais c'est surtout, alors avant qu'il se suicide, la lettre de pleurnicherie qu'il Ah, moi je envoie. trouve ça tellement pathétique. Mais à un point. C'est sa dernière cartouche, parce que Ouais. si tu dis 2 jours après il se suicide, c'est que le mec est déjà Bah au bout oui. du rouleau. Je pense que dans la lettre, il le passe du coup à Baranov. Branov, j'arriverai pas non plus. Vadim. Vladim. Et c'est Vadim tous Vadim. Baranov. Baranov. Comme Baranov lui fait comprendre que bah non, c'est mort, il reviendra pas en Russie. C'est là que le gars il dit bon bah. En même temps, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Ou il se suicide ou il se fait suicider. Je pense pas qu'on l'aurait tué. Non, je pense pas. Ah ouais Jusque-là, ils l'ont pas tué, ils en ont plus rien à faire. Oui, c'est ça. Tant qu'il reste à Londres et qu'il fait Oui, sa mais life. du coup, vu qu'il a émis l'idée de vouloir revenir et tout, moi je. C'est une question d'espèce d'honneur. Parce que l'auteur fait sous-entendre qu'on ne sait pas exactement la vraie histoire. Oui, Lui, il fait une histoire parce que, enfin, globalement, il dit que Poutine, il est jamais pour rien. Mais deux fois, il sous-entend que on sait pas, mais il dit c'était clairement peut-être pas un que. suicide volontaire, quoi. C'est ça, il dit clairement que Poutine, il a pas donné les ordres. Oui, il le dit que pendant hyper longtemps, Poutine n'a jamais donné d'ordre. Il a fait beaucoup de... Ah, mais on discute. Voilà, on discute. Non, mais en fait, voilà, on dit que ça serait bien que quelqu'un pense à faire certaines choses. Tu sais, c'est quoi. Mais lui, il a jamais rien dit. Pour Boris, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode. Bah, où il choisit comment ça arrive, ou alors il va se faire piquer en prenant le train et puis à le retrouver en train de convulser. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, dans le livre, on te dit que c'est un suicide. Oui, oui. Mais après, il y a Oui. plein de trucs comme ça où on dit toujours... Et Oui, que bah, Poutine, c'est- quand on lui dit « Non, mais c'est toi », il fait « Quoi ? Moi ? Non, jamais !» Moi, je sais que depuis que je suis gamine et que j'entends des « Oh là là, ce gars russe est mort », il y a toujours eu des « Comme de par hasard, Oui. oh là là, on se demande c'est la faute de qui ?» Et en fait, c'est jamais dit vraiment clairement. C'est de mort naturelle. Toujours. Et mort de vieillesse, à 22 ans. Je crois qu'il y en a pas mal qui disent que souvent le poison est utilisé. Et de toute façon, même si on avait la preuve et qu'on disait clairement « Ouais, c'est Poutine », bah lui dirait « Et donc ?» On parle d'autre chose ou on reste focus mais sur ça et clairement. en fait on s'en fout. Le gars a tout pouvoir et qu'avant qu'il tombe, de toute façon... Tombera pas. C'est la mort qui le fera Ah bah, tomber. attends, hein. attends. On peut voter pour quelqu'un d'autre encore. Ça fait tellement en plus. T'as le toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Et là t'as le toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu vis. Ouais, encore. Non, toi tu... C'était une blague. Oui, souvent, toi tu vis, c'est toi tu vis pour l'instant. Profite. C'est vraiment un gars sympa. Le mec il doit être juste en train de se dire je joue une putain de grande partie d'échecs. J'ai beaucoup aimé plusieurs fois, il reprend l'idée, l'auteur, que les plus grands dictateurs ou les plus grands politiciens sont des artistes. Oui. La plupart, c'est un méga jeu qu'ils sont en train de faire, une méga pièce de théâtre qu'ils sont en train de... Oui, ils sont hors sol. Et moi, ça m'a fait penser au livre qu'on avait lu de science-fiction ensemble, qu'on n'a pas fait au podcast, mais qu'on avait tous aimé, La Maison des Jeux. Oh oui. J'avais pas fait le Avec parallèle. le mais, premier tome, ben même toute l'histoire, du coup, Ouais. qui est basée sur un jeu politique à la fin. Ah mais oui. Ça m'a pas mal rappelé ces bouquins-là qui étaient très très bien. Ouais. On les mettra C'est très en lien en quelque recours, part ouais. pour s'il y en a que ça intéresse. Dans le livre sur le pouvoir, je trouvais que ça m'a fait vraiment penser à ça. Enfin, tout le point de vue de l'auteur sur le jeu politique, artiste et tout ça. Oui, ça J'avais fonctionne. oublié, mais oui, ouais, ça fonctionne beaucoup. Et en parlant de jeu, du coup,
Le passage sur les Jeux Olympiques et la fixette de Poutine. J'aime mon cerveau. J'ai aucun souvenir. Mais parce que c'était la partie, je crois, la plus longue et la plus vide. Moi, je me si. souviens juste Oui, un de Vladimir Machin qui a recadré un oligarque en lui sortant un truc et en disant après « Je vais m'en mordre les doigts, mais au moins ça s'est plié ». Et j'ai trouvé ça très très drôle. Je me souviens juste de ce passage, c'est tout. Alors dit comme ça, je sais pas du tout de quoi tu moi parles. non plus. Ah ouais. On parle de quel livre? Je l'ai pas inventé, hein. Et j'ai le souvenir de Baranov qui est trop contente de refaire de la mise en scène et tout. Oui, parce qu'il est content de faire le spectacle d'entrée. Mais en dehors de ça, tu vois, c'est pareil, il raconte rien. Ah non, et les JO, et j'ai trouvé que c'était long, et pour le coup, particulièrement vide, où il passait juste son temps à dire Poutine, vraiment, il avait ça en obsession. J'ai trouvé ça. C'est pour l'éclairage mondial, ça on le comprend. Oui, mais détaille Parce un qu'en peu. fait, il y a plein de fois où il dit Poutine, les autres pays ne me respectent pas, ils nous voient encore comme des sauvages. Et son but, c'est quand même d'avoir une posture mondiale. Et avec ça, je pense que c'est son saint graal, en fait. Ouais, moi, J'ai trouvé que le message était passé très vite et qu'après, c'est vraiment, ça tournait en rond. Il y a des moments dedans, j'étais perdue, je savais pas pourquoi d'un coup il me parlait de sujet. Et j'ai eu 2-3 passages comme ça où là, je me dis, il parle de son spectacle et d'un coup, il parle d'un spectacle qui est fait par... il part ses envoyés en Ukraine, là. Ouais, Si, ça, Ouais, mais pour le coup, c'est la fin. C'est la partie intéressante intéressant. de ce truc-là. ouais, mais c'était intéressant. Mais sur l'écriture, c'est le seul moment du livre où j'étais perdue. Il parle de son spectacle, des JO, et d'un coup, il parle d'un spectacle avec des bombardements. Et c'est le spectacle de la guerre, mais il m'a perdue sur la façon d'écrire. La transition est pas folle. J'ai le souvenir d'un truc qui est vraiment... Je sais qu'il y a une ou deux fois, j'ai dû rater. Attends, reprends le début du paragraphe, Ouais. replace le truc. J'ai lu sans lire ce passage. J'étais pas concentrée, j'ai lu, mais je me souviens pas de ce que j'ai lu. Mais par contre, ce truc-là d'expliquer aux gens qu'il a envoyés en Ukraine qu'ils sont pas là pour gagner une guerre, qu'ils sont là pour faire de l'image, et que, oui, mec, tu peux faire ta révolution et tout, mais oublie pas, d'où viennent les armes, d'où vient l'argent. Ça, pour le coup, c'est un des rares, des petites piqûres, des petits bouts de chapitres qui sont intéressants et qui te racontent un peu justement l'envers du truc. Et en plus, c'est violent. Oui, de ouf. C'est méchant. ultra violent. Et la réponse du gars, où il dit non mais viens, et qui sort une poupée d'une petite fille dans les décombres, et là tu fais... Et que ça froide, quoi. Ça fonctionne sur Vadim Baranov, qui s'est présenté assez régulièrement comme un mec qui, pareil, n'a pas trop d'émotions. Et là, tu sens que le fait que ça touche, c'est pareil, ça fait partie des trucs, je pense, qu'ils l'ont poussé à la... C'est une rupture. C'est clairement une rupture de je veux me barrer, c'est fini. Mais le fait que ça marche, pour le coup, le chapitre Jeux Olympiques, jusqu'à ce qu'il arrive en Ukraine, m'a pas intéressé de ouf. Mais ce petit bout m'a raccroché et j'étais là, ah ouais, c'est bien. Et après, il apprend qu'il est pas exilé, je sais plus comment on dit. Il a plus le droit d'aller en Europe. Qui va être interdit de territoire en Europe, et du coup, il va passer... Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, enfin, quasiment partout. En fait, il a le droit d'être en Russie et en Asie. Et en Afrique. Et en Afrique. Justement parce qu'il a été en Ukraine à l'époque où il y avait la Révolution Orange. Et du coup, on retombe sur le moment qu'on disait tout à l'heure, où il va avec sa meuf passer son dernier week-end en Europe. Et ce truc de les JO, c'est chiant. Il va en Ukraine, c'est ultra intéressant, c'est trop bien. Et tu redescends pour aller retourner en Europe avec sa meuf, j'étais là. Ah, tu m'as chauffé pendant 3 pages, et là, on repart, et... Mais c'est ça, et je pense que moi, le fait qu'on est passé de « je m'ennuie, oh putain, je m'ennuie. » Et du coup, il y a des moments, je fais « attends, je suis où, je suis quoi, je suis... » Et du coup, l'ennui d'après est encore plus bas, je trouve. Parce que t'as eu un espoir de ouf, et tu redescends. Mais je crois que c'est là que je t'ai envoyé un message en mode bah ouais, les 50 pages. J'en peux plus, c'est vrai, 50 pages, j'arrive plus. Et après, la fin, j'ai trouvé ça long aussi. La fin est nulle. Non, pardon, mais la fin est nulle. Elle est, elle est linéaire, c'est pas intéressant. Et puis, en fait, il essaye temps, de te faire des réflexions politiques, mais c'est bateau. C'est ce que je disais au début, c'est pas innovant, c'est pas genre... Mais en même temps, je vois pas comment il aurait pu finir, en fait. À la limite, tu t'arrêtes à la démission. De ouf. Tu t'arrêtes à la démission. Ouais, complètement. Juste, ça faisait... Attends, je te fais un chapitre sur... je vais essayer de vous ouvrir les yeux sur le fait que la technologie va nous tuer et que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui crée Dieu, en parlant de la technologie. Oui, toutes les avancées technologiques sont militaires. Réac, de ouf. Et pourtant, il y a un fond de vérité. Hein. Mais réac de ouf. Oui, si t'as un iPhone, c'est parce que... Mais laisse-moi tranquille. Si on a envie d'avoir des iPhones, oui, c'est pas forcément bien, mais c'est... Mais en fait, il dit pas que c'est pas bien. Il dit que toutes les inventions technologiques ont une base militaire. Oui, ça a été créé pour les... Ce qui est vrai. On n'a plus besoin de nous surveiller parce qu'on donne toutes nos infos avec les réseaux sociaux. Ce qui est vrai. Et que bientôt, le seul point noir pour les politiciens dans les guerres et les rébellions, c'est que leurs forces de sécurité se retournent contre eux.
Et quand ça sera que des drones qui vont en bombarder, eh ben ils auront plus ce problème-là. Le fond, on est d'accord. Par contre, la façon dont il le présente, moi, j'avais l'impression d'avoir... Oui, si au pire, je couperais. J'avais l'impression d'avoir Damasio à la télé. Oh, ça tire à balles réelles. Mais, Ah, tu me vénères, tu l'as... Ah, t'as jamais lu Damasio, là? mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai l'impression de voir Damasio à la télé qui te dit « Oui, le téléphone, c'est trop nul, machin. » Mais en fait, laisse-moi tranquille. Enfin, vraiment. Mais il a pas dit c'est trop nul. Il a dit qu'on allait vers ça et que on pouvait pas s'en plaindre parce qu'on y va jouer gaiement. Mais encore une fois, c'est pas le fond que je critique, c'est la forme qui est une forme de réac. C'est Non, vraiment mais je l'ai de... pas senti Ah ouais comme ça. Ah, putain, Moi, ça je m'a- l'ai ça vraiment m'a senti saoulé. en mode je vous fais une analyse politique futuriste et en vrai, bah, j'ai rien à dire. Du coup, je fais un truc un peu bidon que tout le monde a déjà plus ou moins pensé. Moi, je l'ai oublié la fin. Pourtant, je l'ai lu, alors c'est pour dire à quel point ça m'a marqué. La toute fin, c'est retour dans le bureau du gars avec la gamine qui arrive et qui Et parle. qui joue avec son chat. On n'a pas parlé du chien de Poutine, qui est trop mignon. Enfin, qui était mignon, il en a eu plein. Le petit labrador, qu'il a utilisé pour faire peur à Merkel. Ce passage est génial. Du coup, j'ai cherché des vidéos. Ah ouais. De Merkel ou du chien? Des deux ensemble. Ah. Elle est pas bien. Bah non, elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. Je trouve ça génial. Mais ce mec est Mais c'est incroyable. fourbe de ouf. Et après, moi, ce qui me tue le plus, c'est que plus tard, il a fait des excuses. Désolé, Merkel, je savais pas. Mais bien sûr que si, tu savais. T'en es servi. Arrête. Et par contre, son chien était très, très, très mignon, adorable. Mais tu crois qu'il était comment avec ses chiens? Mais je pense que toute sa partie humaine était avec ses chiens. Ouais, souvent c'est ça. C'est des rapports avec les animaux Toutes qui sont pas les ses rapports avec les émotions et tous ses sentiments qu'il s'interdit d'avoir avec tout, il les met avec ses chiens. Et c'est pour ça qu'il a toujours eu des chiens. Et accessoirement, un mec qui a besoin que tu sois loyal envers lui, bon bah tu prends un chien, c'est pas un chat quoi. T'es à peu près tranquille en termes de loyauté. Non, moi je le vois pas comme un mauvais maître. Après, il était pote avec des ours. Donc bon, forcément, tu vois, T'as eu l'image en tête. Tu veux pas mettre ça à la place du logo du podcast pour... Si, bien sûr, on n'aura pas de problème. Sur la vidéo On va YouTube, pas se faire tu sais, défoncer direct. tu mets juste en général Mais- notre image et dès qu'on parle de Poutine, tu mets une apparition. Alors déjà, ça va faire beaucoup de montage en 1 et en 2. YouTube regarde la vidéo avant de me dire mets-la sur Internet. Et là, elle va me dire Mais bon, on peut faire ça en mode image subliminale. oui, bien sûr, c'est un robot YouTube. Ah. T'inquiète, il est au courant. Là, t'as Hugo Décrypte qui a sorti une BD sur la Russie ou sur Poutine, je crois. La Russie kiffe pas trop, apparemment. Après, entre ce qu'il dit et ce qui est vrai. Oui. Mais sur le fait que je Enfin, pense que Poutine... Bah, oui, après, l'air de rien, il commence à avoir quand même, en tant que journaliste, une visibilité... Il est plutôt complaisant en général, le Décrypte, non? Il est un peu copain, enfin, il est un peu gentil avec tout le monde. Je l'ai pas vu, la BD, mais je crois que... Intéressant. Ouais. Après, je sais pas si ça parle de Poutine ou de la Russie. C'est Hugo Décrypte en BD. Oui, du coup, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Hugo J'ai sauté 3 mots de ce que j'allais dire. Hugo Décrypte en Russie, la BD qui dérange Vladimir Poutine. Le succès en librairie du youtubeur le plus célèbre de France n'a pas échappé au Kremlin qui voit dans la bande de dessinée du coup au travers une production nuisible et de bas étage qui pervertit les cerveaux des jeunes Français. Vous avez dit ça Et de... ça, c'est sur C'est de l'Express. la propagande. Tu revois un coup de vodka, Morgane? Oui, après, on sait que sur les œuvres culturelles, ça va trop dans leur sens, ils ont tendance à être un peu colères, les Russes. Non. Non, c'est des gens qui sont très ouverts à la critique. Comment elles s'appelaient, les 3 meufs qui faisaient de la musique de Quepon contre Poutine et qui se sont fait emprisonner parce qu'elles se sont promenées torse nu? Les Pussy Riot. Les Pussy Riot, voilà. Alors, C'est bien la j'ai preuve loupé cette que- Ah, information. punaise. Je les avais oubliés. Bah, ce qui est bien, c'est que moi j'ai le nom, mais par contre, en termes de. Bon, c'est de la musique russe. Donc, Punk rock féministe russe. Bah oui, tout ce que Poutine aime, du coup. tu vois, il est pas trop culture. Hein. Il aime pas les BD d'Hugo au travers, il aime pas les Pussy Riot. Est-ce que tu penses que chez lui, il mettait quand même la musique et il dansait dessus? Oh, il doit y en avoir une ou deux, tu vois. Ça se trouve, il s'enjaille de ouf. Hein. Alors Tout moi, seul. je suis sûre que non. Ah, moi, je le vois Je tellement pense que pas, quand tu dois vivre dans un Ouais. état Moi, perpétuel je- comme ça, rigueur comme ça. tu peux pas te J'aime permettre, à en lui- fait. J'aime à l'imaginer en surdose de sucre. Tu sais, il a pris un coca à un moment où il fallait Dewey pas. dans- Et, Comme Dewey dans Malcolm. c'est ça. T'as mangé combien de bonbons? Je sais pas. Et bah, tu vois, Oh, Poutine mon sur Dieu. son ours. Maintenant, imaginez Poutine sur son dos en train de faire poupi, 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 poupi. Et bah, tout de suite, il devient plus cool. Hein. Je vais regarder finalement le remake de Il y a peut-être un épisode. Hein, on sait la pas. nouvelle saison de Malcolm. On va se la faire finalement. Il y aura peut-être des surprises.
Bon, tout ça pour dire que... J'ai dire plus que- les Et ben mots. voilà, ça résume exactement le podcast. C'est Non, exactement mais ce du que coup, je pensais. c'est un livre que j'ai bien aimé, que c'est pour moi une bonne première entrée en matière sur la Russie. Mais moi, ça me donne juste plus envie d'en connaître. Ça, Mais oui. le fond est intéressant et la forme, il y a des moments où je lâche, quoi. Moi, c'est pareil, mais je pense que je vais sauter le pas et je vais essayer de lire un classique russe. Genre un Tchekhov, un truc comme ça. Que j'ai jamais réussi à lire parce que je trouve ça impossible. Mais en fait, là, je me dis, je sais pas, j'ai aimé être plongée en Russie, je vais tenter. J'avais commencé Anna Karenine. Ah, je Et vois un truc plus j'avais- sanglant, moi. Genre Dragon Ball Z. Dragon Ball Z en Russie. Ouais. Non, mais ça pour dire, moi j'ai adoré le début. Il faut vraiment que je le reprenne. Je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. Parce que je pense que ça demande quand même... Ouais, je pense qu'il faut. Ouais, je pense que c'est de la littérature qui est exigeante. Mais moi j'ai beaucoup ri au début. Je sais pas si c'est fait pour être drôle, mais moi j'ai trouvé ça très très drôle au début. Mais du coup, 2026 sera l'année du... Allez, on se fait un classique russe dans l'année. Allez, Alors pas vas-y. forcément pour le podcast, mais Non, C'est bah non, parti. pas pour le... Non, bah alors, à aucun moment, on se fait un classique. il votera pas. 4332 pages. Dans quel monde vous vivez? Moi, je fais pas ça. Ouais, c'est bon, je l'ai dit. Eh, si mon- on vote, on vote. Ouais, oui, on vote. Ouais, t'inquiète. Et du coup, ce sera une C'est un prochaine démocratie reco. Poutine, on vote. Il n'y a pas de galère. C'est moi. Non, mais ça va pas. Allez, un Ah, petit rien Tolstoy. rien du tout. Un Tolstoy. Non. Oui, un Tolstoy, tiens. Donc, ouais, je vais lire 3 pages. Ouais, surtout qu'il y a des témoins. Là. J'ai un autre auteur, mais je n'ose pas le dire parce que je vais pas réussir à le prononcer. Je crois que je vois, mais du coup, non. Voilà. C'est bien, on se comprend. Très, très, très podcast, comme façon de faire. Même moi, je me sens exclu alors que je suis dans la J'étais en train de même dire, je peux peut-être épeler les lettres, mais non, du coup, je peux pas non plus. Je sais pas où faut mettre les consonnes, je sais pas où faut mettre les voyelles. Attends, il y a des voyelles au moins. Ça va, c'est pas en Alsace non plus. Moi, je vous propose une Du pause. coup, on le conseille ou pas? Parce qu'on On conseille quoi? Oui. ce Ah livre-là. oui, oui. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé autour de moi. J'ai mon papa qui a dit qu'il allait le lire, mon frère qui s'est emballé comme jamais dessus. Je pense qu'il est très facilement conseillable. Moi, j'en ai Moi, je parlé suis avec pas ma sûr, tu vois. tante. Elle est passée à la maison. Elle m'a dit: Ah, t'es en train de le lire? Et je lui ai dit: Bah oui. Elle fait: Bah moi aussi. Et elle m'a dit, alors elle l'avait pas fini, mais qu'elle l'aimait bien, mais que c'est pas non plus un coup de cœur. C'est en ça que j'aurais du mal à le conseiller. C'est que, effectivement, bonne porte d'entrée sur le monde russophone. Pas coup de cœur de ouf, quoi. En fait, je pense que je le conseillerais si ça vient dans une discussion avec Oui. quelqu'un qui s'intéresse Ah oui, au oui. sujet. C'est pas un livre où je vais dire, toi ou quelqu'un me dire: Ah, t'as pas un truc à me conseiller comme livre? Je vais pas sortir celui-là. Ou alors, faut lui filer que la moitié. Tu le déchires au milieu et puis Bah, tu dis, comme, voilà. le tien, tiens. comme le tien est Oui, déjà un peu c'est ça, déchiré, on peut on commencer. peut faire ça. Donc avant de continuer sur notre sujet d'invention, je vous propose de boire le sans-alcool. Il n'y en a pas dans le livre, donc j'ai pas de citation à dire. J'ai été chercher dans les boissons traditionnelles russes. Ça s'appelle du kvass, je pense. Il y a 1 million d'écritures différentes. Donc j'avais genre KVAS, KVA2S, KBAC, KWAS. Bref, c'était la galère pour en trouver ou en acheter. J'étais dans une toute petite épicerie dans Strasbourg russe. Ça ne se vend nulle part. C'est une boisson fermentée, le plus souvent fabriquée à partir de pain noir de seigle, de sucre ou miel et de levure. Et certaines recettes, ils vont rajouter des baies, des fruits frais ou des fruits secs, même certains légumes, par exemple de la betterave. Cependant, seul le kvass à double fermentation, alcoolique et lactique, peut être considéré comme le kvass original. C'est exactement le même processus de fabrication que le vin ou la bière. Le kvass sans alcool en Russie a quand même 0,7 à 2,2% d'alcool. C'est sans alcool, on a dit. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est le même. En gros, c'est le même taux d'alcool que nos bières sans alcool. Non, c'est un max. Ouais, mais je veux dire, le truc de base, c'est le plus souvent, c'est entre 0,7 et 1%. Oui. Mais Et en fait, 1% en Europe devient 2% en Russie, c'est tout. C'est juste qu'ils voilà, ils sont dans Il y a le futur. de l'alcool dans la bière sans alcool? Oui. Eh oui. Bah, RIP pour mon fils, du coup. C'est le même taux d'alcool que, par exemple, tu vas retrouver dans une banane très, très, très mûre. Ok, bah là, je t'avoue que j'ai eu un coup de flip quand même. Non, c'est... Bah après, tu lui fais prendre des shots de vodka, donc c'est pas... Si tu demandes pourquoi ton fils saute partout, maintenant tu sais. Non, parce que en fait, Heineken a sorti la bière sans alcool au moment où j'étais enceinte. J'étais très contente, j'ai pas regardé. hein. Maintenant, t'as des bières sans alcool où t'as le logo de la femme enceinte Mais barrée il, y quand avait- même. il est dessus. Mais non, il est pas dessus. Ouais, j'avais regardé quand même. Et du coup, cette boisson, c'est aussi la base de ragoût et de soupe froide qui s'appelle okroshka
ou Bodfina. Déjà, c'est une boisson que Poutine essaie de remettre en avant dans les années 2014, je crois. Ah bah avec les JO, il essaie de repumper ça avec les JO. Le meilleur kvass reste celui qui est fait maison, qui est souvent préparé à partir de pain rassis. Recyclage. Ça souviens, donne pas envie. Le dernier livre historique que tu nous as conseillé. Mélanie Sadler? Oui, quand on disait que le truc c'était pas bon. Ah, le Fernet de Branca. C'est ça. Ah, mais- Écoute, C'est le Fernet. C'est le Fernet... russe. C'est le Russe. Fernet Branca russe. J'ai je pas pense, goûté. Attends, je goûte. En plus, j'ai pas goûté, mais vu comment je trouve Oui, que c'est ça ça, à sent pas base bon. de pain fermenté. Oh non, c'est quand même meilleur que le Ah Fernet oui, de c'est Branca. ça. Bah, si t'aimes l'huile de vidange, c'est cool. Il y a un petit côté gasoil. Mmh. Ouais, je trouve que Je ça- déteste Oh pas en vrai. Oh, il y a un arrière-goût qui est pas bon. Ah oui, tu sais, Non, c'est c'est... la fermentation d'arrière-goût. Par contre, le premier goût que j'ai eu, c'est du coca où il y a moins de bulles. Et après... Et après, il y a un poisson mort Ouais. qui naît dans ta bouche. Ah oui, c'est ça, putain. Non, c'est vraiment ça. Et dis- Oh, ça part pas. Ça va. Alors après, peut-être qu'avec un... Genre, si tu mets 1 litre de vodka et un fond de verre de ça... Dites-vous que c'est tellement populaire. Dans la rue, t'as des grosses citernes qui ouvrent au robinet, qui en vendent au verre. Ouais, ils les foutent directement dans les réservoirs des bagnoles et puis ils partent sur 500 bornes. C'est nickel. Non, mais C'est En fait- c'est très particulier. Hein. oui, puis c'est populaire, ça marchait pour le Fernet Branca aussi. Hein. J'ai C'était l'impression ultra d'avoir populaire. mangé du pain. C'est du pain fermenté finalement, donc oui. Bah, on découvre. Oui, Un c'est jour, c'est on pour se la science. filmera en train d'enregistrer, vraiment. Je déteste pas. Je trouve pas ça ouf, mais je déteste pas. Et je pense que tu peux t'habituer au goût d'un moment. Oh, je sais pas. Moi, Oh, c'est- le premier goût, ça passe. Mais attends, le si. Fernet de Branca, tu l'as bu. Ouais, mais il y avait de l'alcool dedans. Alors du coup, il y a un cocktail à base de vodka et, C'est étonnant. et de sirop de cannelle. Ah bah, un Là, par cocktail contre, russe. pourquoi pas? Parce que je pense que la cannelle, elle doit apporter un truc de fou dedans. Ah oui, parce que la cannelle et le pain, ça fait du pain d'épices. Ouais. Peut-être même que si on le chauffe. Oh, il y a peut-être un truc. Quoi? Mais oui, un peu comme le vin. Le Du vin chaud. Ouais. On a toujours pas de sirop de cannelle. Je vais en trouver. Après, il y a un avantage à ce truc-là, c'est que du coup, moi, je trouve que la vodka est vachement bonne. Finalement. Ouais, je pense que je vais me refaire de la vodka après. Ouais. Bref, sujet d'invention. Si vous pouviez ajouter un chapitre du point de vue d'un autre personnage, lequel choisiriez-vous et pourquoi? J'ai plusieurs idées en tête. Je l'avais dit, un chapitre sur Poutine jeune. Mm. Ou, si on change de point de vue, un chapitre sur Poutine, comment il voit Vadim Baranov. Mais du coup, si Poutine, peut-être plus au tout début. Tu Ouais, sais, quand ouais, il est ouais, dans le ouais, truc ouais. de on le cherche. Oui, parce qu'après, il y aurait T'as pris plus ça grand en- intérêt. Mais Ouais. oui, le moment où il se fait recruter par Boris, Mm. voir de son côté à lui de... Ah ouais, ils essayent de me la mettre à l'envers, du coup, comment lui, il a imaginé qu'il allait s'en sortir. Il y aurait peut-être eu une différence sur ce que lui attendait, ce que lui imaginait, et ce qui serait passé au final. Et mon autre idée, ça serait que la deuxième partie de Ksenia soit du côté de Ksenia. Ksenia, c'est la copine de Vadim Baranov. Voilà, la femme de... Et je me demande si juste ce changement de point de vue aurait peut-être pu apporter quelque chose et ne pu être une partie qui ne sert à rien. Oui. Mais je suis pas sûr pour ça. J'aurais quand même préféré voir un point de vue de Poutine. À la base, quand j'avais pensé à un sujet d'invention sans avoir la question, je m'étais dit avoir une autre voix que celle de Baranov, que ce soit pas un monologue, mais avoir un autre discours. Et pour le coup, si c'était un opposant, j'aurais bien aimé parce que ça aurait rajouté quelque chose qui aurait fissuré un peu le discours de Baranov. Il y aurait une cassure, une césure, et du coup, je pense que ça aurait amené quelque chose d'hyper intéressant. Mais il n'y a pas d'opposant à Poutine. Ils sont tous copains. Ça aurait amené une autre dimension, mais en même temps, est-ce que ça aurait servi le livre? Parce que c'est vraiment le truc du... c'est la Russie, la Russie sacrée, montrer une faille, c'est disparaître, tu vois. Ouais, mais Donc- justement, je pense que ça aurait été intéressant de ne pas avoir que ce point de vue mère-patrie pro-russe. Qui, moi, pour le coup, en plus, dans l'actualité, du point de vue de Poutine, les Russes, c'est les gentils, mais bah, nous, on a le recul, donc c'est Ouais. un peu bizarre à lire, quoi. Mais du coup, il y a un opposant, mais en même temps, je suis pas sûre que ça aurait bien servi le propos du livre. Mais je pense que moi, ça m'aurait plu d'avoir... de casser ce monologue. Ouais, faut le mettre au bon moment, mais je pense Oui. que ça aurait été cool. Moi, je te rejoins parce que j'aurais bien aimé voir Boris au RT, là. Ouais. Le point de vue. On le voit plus ou moins au pouvoir dans les années 90 avec la Russie libre. Et après, tu le vois dans le déclin où il essaie quand même de garder une forme de pouvoir et de conviction. Et après, tu le vois vraiment dégager de Russie, subir Poutine. Mm. Je pense que c'est un personnage d'avoir son point de vue, ça aurait été assez intéressant. Parce qu'il il déteste Poutine. Il est contre Poutine.
Et à côté de ça, il finit quand même par le supplier pour revenir. Mais je pense que le moment où il aurait pu intervenir, qui aurait été hyper intéressant, c'est le moment de césure où il a compris qu'il avait fait une connerie. Tu vois, de se dire, putain, mais en fait, j'ai pas choisi le bon gars dans le sens où moi, je pensais pouvoir le maîtriser et en fin de compte, c'est lui qui maîtrise tout. Et ce moment-là, parce qu'il a dû à un moment donné se dire, j'ai fait une boulette en fait. Et ce moment de prise de conscience, il aurait été hyper intéressant. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de moments où son point de vue aurait été intéressant. Parce qu'en fait, le perso qu'on suit, il est d'accord avec tout le temps. Oui. Il est jamais en confrontation avec... Je veux dire, au début, il est à fond dans la liberté, il adore tout ce qui est Amérique et tout. Après, il rencontre Poutine et il dit « Ok, je te voue un culte ». Et du coup, il suit. Et en fait, il le dit à un moment, moi, c'est même pas la politique qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'à où je peux aller. Ouais. Le perso est intéressant, mais en fait, il a pas de conviction. Le fait d'avoir Boris qui a des convictions, qui essaie quand même 1 à 2 fois de contrer un peu Poutine à son niveau et tout ça, je trouve qu'il est quand même hyper intéressant, même s'il est décrit de façon assez pathétique et détestable, quoi. Ah, mais ça aurait fait une belle opposition, du coup. Oui. Parce que c'est grâce à son manque de conviction que Baranov monte, et à cause de ses convictions que Boris tombe. Du coup, si l'auteur nous écoute, je lui propose de nous proposer une... Bon, je suis pas sûr qu'il nous écoute, hein. Et sait-on jamais, on a déjà eu une auteure qui nous a écoutés, alors Oui. peut-être 2. Hein. Et pas bienvenue, alors. Eh bien, super. Je vous propose de continuer avec votre partage culturel. Qu'est-ce que vous voulez faire découvrir au monde ? Clem ? Encore une fois, moi, je vais rester dans le thème du livre, parce que j'ai lu Le Sacrifice du Roi de Livy O'Emel, qui est un bouquin aussi qui parle vachement de politique russe à travers les échecs. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, ils ont vu quand je l'avais lu, parce qu'il y a eu des photos. J'ai pris plaisir aussi parce que j'ai commencé en vacances et que c'était cool. Je vais juste prendre 1 minute pour lire le résumé. En 1972, en pleine guerre froide, une partie d'échecs sème le chaos dans le précaire équilibre mondial. À la stupeur générale, un prodige américain de 29 ans met fin à des décennies de suprématie soviétique. Lors du championnat suivant, alors qu'il s'apprête à remettre son titre en jeu, Bobby Fischer déclare forfait et disparaît sans explication. Le monde entier est sous le choc. Le plus grand maître de tous les temps n'est-il qu'un pion sur un échiquier trop grand pour lui ? Des années plus tard, les langues se délient, la partie continue, et derrière le sacrifice d'un roi se dessine un plan machiavélique, le troublant jeu d'une dame. C'est un bouquin que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire parce que en ce moment je suis dans une période où j'aime assez cette architecture. C'est un bouquin en 3 parties, où la première partie on suit un perso, deuxième partie on suit un autre perso principal et après ça se recoupe. Et c'est vraiment la naissance d'un joueur d'échecs qui commence, il n'est pas passionné du tout, il veut juste devenir champion du monde d'échecs pour sortir sa mère de la galère. Donc on le suit lui, on suit une femme qui aura un rôle important et c'est raconté par son meilleur ami, on va dire, qui joue dans cet échiquier politique. C'est aussi un bouquin comme La Mage du Kremlin où on part sur un truc historique avec des faits un peu romancés autour. Toute la partie États-Unis, Russie, où il y a de la politique, est super intéressante. Et c'est un bouquin qui se repose aussi un peu sur le livre et la série Le Jeu de Dames, qui sont dans cet esprit-là où on raconte des parties et tout. Et ça m'a pas donné envie de me mettre aux échecs parce que je sais que je suis nul. Mais par contre, j'ai passé un vrai bon moment et ça donne envie de se mettre dans le monde des échecs. Donc c'était un super bon moment. J'avais adoré le jeu de la dame. Ouais, moi aussi. Hein. Elle est incroyable, cette série. C'est un peu ce même esprit, avec en plus cette surcouche géopolitique c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai même presque préféré la partie géopolitique parce que c'est plus un truc qui me plaît. Ce bouquin raconte aussi la vie en Russie. J'ai lu les deux en parallèle et c'était trop bien de voir les 2 points de vue qui racontent le même pays, la même ville et tout. Et vraiment, je trouve que les deux se complètent et ils sont super intéressants. Mais du coup, peut-être que je le lirai. Je conseille plus Le Sacrifice du Roi que Le Mage du Kremlin. Du coup, t'es plus dans la fiction aussi, donc peut-être qu'à lire, c'est un peu plus léger. Mais apparemment, quand c'est même. basé sur des faits. Il y a quand même un aspect historique. Il y a un truc d'un joueur d'échecs américain qui a gagné après des décennies de victoires russes et qui n'a pas rejoué la finale d'après, qui a arrêté de jouer aux échecs du jour au lendemain. Ok. Ça se lit super vite en plus. Voilà. Et trop cool. Morgane ? Moi, je vais vous parler d'un chanteur américain que j'ai découvert récemment qui s'appelle Yellow Wolf et qui mélange des influences hyper variées, hip-hop, rock, metal, avec même parfois un côté country. Et je le trouve absolument remarquable. Et je crois que c'est une des premières fois où j'écoute autant de chansons à la suite où il n'y en a pas une seule que je n'aime pas. Parce qu'en fait, c'est jamais la même chose et je le trouve fabuleux. Ça me parle pas du tout. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ça parce que
J'écoute beaucoup This et j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup les placements qu'il a. Il m'a dit, mais attends, mais moi j'en connais un, il a des placements encore meilleurs. Et on m'a passé plusieurs chansons et je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Il est mis comme rappeur américain. Il a fait des feats avec Eminem. Et il a des chansons où c'est vraiment du rap, il y en a d'autres où c'est des ballades, il y en a où il mélange vraiment plusieurs genres musicaux. Ok, j'irai écouter. Ouais, moi aussi. Ça me chauffe de ouf. J'allais dire demain dans la voiture, mais non, demain je prends pas la voiture. Donc mercredi dans la voiture, j'irai Oh, écouter la ça. chance. Et en rentrant dans la voiture. Eh ben Moi, ouais, c'est comme j'écouterai ça. ça demain dans la voiture parce que moi, je prends la voiture. Écoute, ne prends pas la voiture et comme ça tu l'écouteras mercredi. Ah non, mercredi, je prends pas la voiture. Par Chacun contre, je sais son pas tour. du tout ce qu'il dit parce que je suis nulle en anglais. Alors les paroles... À un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même que j'aille traduire parce que ça se trouve, il dit vraiment de la merde et moi je suis là, c'est trop bien. Je mets peut-être un point. Donc s'il y a un souci, c'est Morgane, c'est pas Oui, l'Ivresse voilà. Podcast. Hein. C'est On mon se frère, dédouane je vous complètement. donnerai... Je vous donnerai son nom, son prénom, son voilà. adresse, son numéro de sécurité sociale et let's go. Moi, je vais, pour rester sur la même thématique que le match du Kremlin, il y a quelques années maintenant, c'est... Donc en 1992. Non, je venais de naître. Oh Bah, moi j'étais même pas née. C'est fou parce que t'as dit ça en me disant « Hé, je suis trop jeune !» Eh non. Le contre-coup est violent. Non, en vrai, ça me perturbe pas plus que ça. Du coup, la docu-fiction américaine Le Dernier Tsar, qui parle du couronnement de Nicolas du coup, donc le dernier tsar, jusqu'à son abdication en 1917. Avec l'assassin de toute la famille, on va retrouver un peu l'histoire d'Anastasia, du coup, ça parlera peut-être un peu plus. Et on fait un peu plus la rencontre de Rasputin, parce que moi j'avais l'idée d'un Rasputin très fictionnel finalement. On le suit vraiment plus sur sa vie. C'est vraiment plutôt bien fait. C'est un côté très documentaire avec des témoignages et des moments un peu série, un peu filmé, fiction, et c'est assez cool à regarder. C'est une mini-série, donc il n'y a que 6 épisodes, donc ça se regarde plutôt bien. C'est Netflix. Ouais, Netflix, et c'est un vrai tsar, contrairement à Lui. Poutine. Oh, il va te retrouver, il va te déboîter. Il va me déboîter. J'habite en Yougoslavie. Donc t'habites dans les années 90 pour le coup. Hein. Donc vraiment, je la conseille, plutôt chouette. Et donc je pense qu'on est sur la fin de ce podcast. Le prochain livre, c'est After Air de Oriane Velten, qui est choisi par Clément. Ce sera un petit retour dans la SF, dans un univers post-apocalyptique et dystopique. On va quand même partir dans quelque chose de totalement différent. Et je viens de voir ça avec une autrice qui est alsacienne. C'est vrai ? Ouais. Ah, Née c'est en marrant. 91 en Alsace. C'est son premier roman. Elle a presque mon âge. Donc merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, liker, même laisser des commentaires sur le podcast. Ça nous aide pour nous faire connaître et c'est hyper encourageant. Merci à tous et salut! Salut.